Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver cette semaine. Des semaines un peu plus calmes pour le podcast, j'ai l'impression. Je pense que tout le monde est un peu moins dessus, non ? Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout. T'as les vacances, t'as l'été, t'as l'actualité politique. Ouais, je pense qu'il doit absorber pas mal. Même moi, tu vois, le premier, j'ai écouté peut-être 3-4 podcasts d'investissement par semaine. Et j'en écoute, je sais pas que j'en écoute pas, mais j'en écoute moins, tu vois. Ouais. Je sais pas, peut-être c'est un peu plus calme. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est intéressant de continuer un par semaine l'été ? Est-ce qu'on fait plutôt une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines ? Je sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez. Cette semaine, les boom anecdotes. Ouais, il y a eu, on va dire, un petit peu d'avancement. On a enfin eu notre devis Enedis à Bergerac. Incroyable. Combien ? 8000 et quelques ? 8500 de notre poche. Parce qu'il faut savoir que, tu vois, là aussi, petite anecdote, ça servira peut-être à ceux qui reçoivent peut-être un jour un devis Enedis. Il faut savoir que quand vous avez un devis Enedis, la ville en général prend 40% des travaux. Parce qu'en fait, c'est considéré comme de l'infrastructure publique qui ne vous appartient pas directement. Donc, on vous demande de la payer parce que c'est vous qui êtes à l'origine de la demande, mais vous ne payez pas la totalité. Donc, nous, le chantier en tout, il coûte quelque chose comme 12 500. On en a 8 500 de notre poche. Et du coup, on a déjà payé la compte. Je l'ai fait en virement instantané tellement qu'on a envie que ça avance. Et c'est là où des fois on peut avoir pas de chance et un petit moment drôle, mais en fait je reçois sur mon espace Enedis un message à genre 14h vendredi qui me dit qu'en fait ils ont enfin tous les éléments du dossier, alors que vraiment ça fait genre 4 mois qu'ils les ont, et que du coup ils ont 3 mois pour nous envoyer le devis. Et là, en fait, j'ai vrillé complètement. Je me suis dit, c'est vrai que t'as été un peu rapide. Ouais, j'ai complètement vrillé parce que, si tu veux, quand j'ai vu 3 octobre pour la réception du devis sur mon espace en ligne, là, j'ai commencé à voir rouge. Du coup, j'ai commencé à faire un mail. Alors, honnêtement, c'était pas un mail assassin, c'était pas un mail qui était respectueux ni rien. C'est juste un mail qui exprimait un peu notre agacement que j'ai envoyé à tous les gens qu'on avait eu chez Enedis. Et en fait, ils nous ont, le temps que je l'envoie, genre j'ai dû l'envoyer, je sais pas moi, à 16h18 et à 16h17, et en fait, j'avais pas fait attention. J'avais reçu le devis de la part du mec d'Enedis, mais trop tard, j'avais déjà envoyé le mail. Du coup, j'ai eu l'air un peu con, j'ai dû leur envoyer un mail juste après en disant écoutez, ne tenez pas compte de mon dernier mail. Non, mais la vérité aussi, c'est que en fait, notre dossier, il est passé sur le bureau de quelqu'un de plus expérimenté, parce qu'en fait, on vous avait expliqué, il y a il y a eu un double dossier. Et les personnes qui actuellement s'occupaient de notre dossier dormaient debout visiblement, ils étaient pas très pressés, et t'avais même dit moi je suis pas magicien et tout. Au final c'est un peu pénible, mais on est obligé à chaque fois d'être comme ça. On a été chiant, honnêtement on a été chiant. On a appelé tout le temps, on a dit que c'était inadmissible, on a fait des mails, et au final notre dossier est passé chez quelqu'un de plus expérimenté, et elle a fait accélérer les choses. Au final elle a fait repasser quelqu'un en début de semaine, et on a eu le devis dans la foulée. Donc soyez chiant. Ouais, c'est ça en fait, il n'y a pas vraiment le choix. Ensuite, on a eu, en une semaine, on avait 2 appartements qui se libéraient, qu'on a reloués. Donc ça c'est cool parce que c'est toujours les trucs un peu chiants. En plus c'est des appartements meublés, du coup c'est des états des lieux qui prennent du temps. Là, c'est pas des gros loyers, en fait vous mettez les trucs sur le bon coin et vous avez 1 milliard de demandes, mais c'est de la demande pas qualifiée parce qu'en fait les gens ils veulent visiter un appartement mais ils savent pas, ils répondent à une annonce pour un meublé mais en fait ils le veulent sans meubles, sauf qu'en fait genre ils sont bien sympas mais genre on a autre chose à faire que de genre retirer les meubles d'un appartement. Je veux dire s'il est loué meublé, il est loué comme ça quoi. Et à chaque fois c'est pareil, à la visite il y a toujours ah oui mais bon le canapé machin je voulais prendre le mien. Ah oui, vous avez un frigo, mais moi j'ai le mien. En fait, non, l'appartement, vous le prenez comme ça, vous le prenez pas, quoi. Ouais, c'est ça, sinon, cherchez pas des meublés. Et puis en plus, je trouve que les gens sont un peu bizarres. Enfin, moi, je pense que ça m'est jamais arrivé à ce point-là. C'est-à-dire que des gens qui prennent des visites et qui viennent pas, ça, vous verrez, ça arrive très fréquemment. Mais des gens qui prennent des visites, qui viennent, qui le visitent, qui vous disent que l'appartement, il est génial, qu'ils le veulent absolument et qui vous disent qu'ils vous envoient tous les papiers demain et qui vous répondent plus jamais.
franchement, je pense que j'en ai eu 6 en 2 semaines, enfin un truc de fou, genre une visite sur 2, la personne elle kiffait à mort l'appartement et après elle me répondait plus. C'est pour ça moi j'y mets vraiment zéro émotion, c'est-à-dire quand ils me disent je suis super intéressée, réservez-le moi, je suis là vous avez mon mail, envoyez-moi les papiers et le premier qui envoie les papiers là. Et vraiment je relance pas. Si en fait j'ai pas de papiers, je relance pas en fait, je me dis il est pas sérieux, je passe à quelqu'un d'autre, je refais tout un tas de recherches et en fait au final c'est ce qui a bien fonctionné. Là aussi, on avait des petites surfaces et des meublés. Et en fait, au début, on met 2 mois de caution parce que, en fait, on a eu tellement de problèmes qu'on préfère mettre 2 mois de caution. Au final, je me suis rendu compte que, on n'arrivait pas à avoir les 2 mois de caution, ça les effraie un peu parce que forcément, quand vous prenez un appart en début de mois, vous avez le premier mois et 2 mois de caution, c'est 3 mois de loyer à payer en même temps. En fait, malheureusement, les gens, ils ont plus de thunes, quoi. Donc, c'est un peu galère. Ce qu'on peut comprendre parce que c'est des petits loyers dans des villes qui sont pas chères. Donc, forcément, le pouvoir d'achat, c'est pas comme quand vous avez un étudiant qui arrive de Paris dans une ville comme Montpellier ou Bordeaux où lui payer 3 mois de loyer ça lui fait pas peur parce que c'est papa maman qui paye quoi. Ouais et du coup moi j'ai baissé à 1 mois en espérant qu'on n'ait pas de problème. Moi j'ai coupé la poire en 2, j'ai fait 1 mois et demi. Ouais. Donc toi c'est un peu plus tendu le secteur routé c'est une ville un peu plus grande donc il y a un peu plus de monde. C'est ça. Dernière boom anecdote. Attends, il en reste encore 2. Il y en a une qui va assez vite, c'est la banque. On vous avait dit dans l'épisode de la semaine dernière qu'on avait enfin un accord de prêt qu'on voulait. Forcément, là cette semaine, je devais rencontrer son collègue parce que ce banquier est parti en vacances. Je devais rencontrer son directeur d'agence qui était pas là. On m'a pas trop expliqué pourquoi. Du coup, je le vois seulement mardi prochain. Et en fait, on n'a toujours pas de nouvelles pour les offres de prêt. Je sens que ça va ça va se signer début août cette histoire. Pour rappel, on avait prévu de le signer début mai quand même ce bien. Enfin bon, bref, c'est pour vous montrer à chaque fois les retards que vous avez dans l'immobilier. Et c'est un bien qu'on a visité pour la première fois fin décembre. Donc on est à nouveau sur une opération qui met presque 9 mois quoi. Ouais. L'immobilier en France, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et la dernière petite anecdote. Ouais, qui fait sourire. Je sais pas, moi sur le moment, j'étais là. Oui, advienne que pourra. Parce que c'est pas toi qui l'ai géré. Ouais, parce que c'est pas toi qui as géré. J'étais là, bon. En fait, on a eu un cambriolage sur un de nos immeubles de bureau. Alors apparemment, la porte d'entrée de l'immeuble serait restée ouverte la nuit, ce qui peut arriver parce qu'en fait, beaucoup de gens à la clé et normalement, ils doivent fermer. Le dernier qui part ferme. On avait pensé mettre une serrure électronique, mais on n'est pas encore... le problème, c'est que c'est pareil, on se rend compte que les serrures électroniques, en fait, dans les logements neufs, vous les avez, mais en fait, quand vous voulez le faire dans l'ancien, vous n'avez pas beaucoup de serruriers qui les posent. Souvent, vous appelez un serrurier, en fait, il y a les vieilles écoles, ils vous disent « Ah non, mais moi, je pose pas encore les serrures électroniques, je vais bientôt y venir. » T'as envie de dire « Frérot, t'es en 2024, let's go, quoi. » Sachant que vous avez plein de systèmes différents. Je pense que le système sur lequel on opterait le mieux, ça serait qu'un système où, en fait, c'est votre téléphone qui déverrouille la porte. Auquel cas c'est plus simple parce que forcément si on met un code par exemple, tout le monde va avoir le code donc ça devient encore pire que d'avoir un système avec une clé et un système avec un digic. Oui, pourquoi pas, mais bon, c'est toujours pareil, comment on fait entrer les gens, etc. Donc bon, on essaie de trouver quelque chose qui correspond à la fois à nos locataires sur cet immeuble de bureau et quelque chose qui soit pratique pour nous et pas trop cher aussi, parce qu'on n'est pas là pour mettre 5000 balles dans une serrure non plus. Et bref, il y a eu un cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi. Très curieux parce qu'en fait, ils n'ont ouvert que 3 portes, donc il faut savoir qu'il y a peut-être, 12 ou 13 portes dans l'immeuble, dont 10 bureaux. Et ils n'ont ouvert que 3 portes au premier étage, sans toucher aux portes des bureaux du rez-de-chaussée, ni du 2e étage. Et ils n'ont volé visiblement des objets que dans un seul des bureaux. Donc vraiment très curieux. Apparemment, j'étais pas là quand les gendarmes sont passés. Moi, j'y suis allé qu'en fin de journée. Et apparemment, les gendarmes auraient dit que c'était des amateurs qui avaient fait ça, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a quelques traces sur des portes qui ont été forcées. Heureusement, il y a pas de dégâts, pas de dégradation, c'est le plus important. Mais moi, le truc que je me pose et que finalement on a commencé à se demander, c'est est-ce que c'est vraiment un cambriolage ou c'est que quelqu'un qui a voulu faire semblant qu'il y avait un cambriolage, parce que si vous voulez, il y a qu'un seul bureau où il manque des choses. Et je trouve ça bizarre des cambrioleurs. Normalement, ça visite tout. Ça vient pas uniquement dans les bureaux du premier étage qui sont pas les plus accessibles. Et visiblement, les biens qui ont été volés dans un des bureaux, c'est curieux aussi qu'il y avait ce type de bien dans un bureau. Enfin bon, bref. Ça regarde nos locataires. De toute façon, nous, on va même pas faire de déclaration d'assurance. En fait, il n'y a pas de dégâts, nous, en tant que propriétaires, vu qu'heureusement, il n'y a pas de dégradation. Rien n'a été forcé, même notre porte d'entrée, au final, s'ils l'ont laissé ouvert, c'est pas de l'infraction, en fait. Donc, pour nous, ça fait des... Au moins, on n'a pas dû passer ça fait des problèmes en moins, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que même ce type de choses, type un cambriolage, quand vous êtes propriétaire, vous pouvez y être confronté. Heureusement, en plus de peur que de mal le matin quand on m'appelait à 9h, surtout que, vous savez, après vous prenez des habitudes. Moi, je vois bien que quand j'ai un locataire qui m'appelle entre 8h30 et 9h le matin, c'est qu'il y a un problème. Ouais.
Et franchement, quand j'ai vu l'appel, je me suis dit, ah non, pas cette semaine. Parce que, on est fatigué, laissez-nous tranquille. On est fatigué. En plus, bon, les choses avancent, mais elles avancent lentement. On commence à être un peu fatigué de l'année. En plus, on a passé la moitié de l'année. Je pense que ça serait intéressant de faire un point de tout ce qu'on a fait depuis janvier. Mais c'est une année qui commence à être un peu longue. C'est clair. Passer aux questions ? Ouais, question d'abonné. Alors, c'est Arthur, je crois. Oui. Qui t'a demandé, est-ce que c'est possible de faire de l'IMO sans en vivre ? Oui, alors c'est une question que j'ai eue au cours d'un échange téléphonique. En fait, un abonné du podcast qui m'a demandé, en fait, lui, il avait envie d'investir dans l'immobilier, mais il connaît pas spécialement ça. Lui, il est plutôt entrepreneur dans le digital. Et en fait, lui, sa question, c'était de se demander, est-ce que c'est possible de faire de l'immobilier sans en faire à fond, en gros, et pas de se dire qu'on va en vivre comme, par exemple, nous, on a pu le faire, c'est-à-dire de l'immobilier en mode vénère, et faire un peu plus de l'immobilier patrimonial pour, entre guillemets, se constituer un patrimoine. La réponse, elle est oui. En fait, c'est juste une question d'énergie que vous y mettez de temps et de temps que vous y passez par semaine. Mais en réalité, soit, effectivement, vous faites un peu comme nous et vous professionnalisez votre immobilier, ça devient quasiment une entreprise, un de vos business. Et auquel cas, forcément, ça peut aller assez vite. Et au bout de 5, 6, peut-être pas 5 ans, mais au bout de, on va dire 3, 4, 5, 6 ans, vous commencez vraiment à avoir du cash flow qui vous constitue un vrai revenu complémentaire, voire un salaire. Soit vous le faites de manière un petit peu moins énervée, avec peut-être moins d'opérations. Par exemple, on a fait 2-3 opérations par an, mais si vous faites une opération tous les 2 ans, forcément, c'est beaucoup moins de boulot. Et après, dans ce que, on va dire, l'énergie que vous allez y mettre, est-ce que vous devez vraiment faire, on va dire, des investissements à haut rendement en voulant absolument avoir des grosses rentabilités, forcément en prenant allant vraiment chercher des biens, beaucoup les négocier, faire des gros travaux, ou est-ce que vous prenez des biens qui sont un petit peu moins rentables, un peu plus patrimoniaux, mais plus faciles à faire, par exemple un local commercial bien situé dans une grande ville, même si on peut faire des très bonnes affaires là-dessus, mais voilà, c'est des choix que vous avez à faire, les deux sont possibles. On vous dit pas que le deuxième cas est pas le bon, juste tombez pas dans les pièges d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine qui va vous vendre un Pinel à 3% de renta. Ça, par contre, c'est une erreur. Voilà. Quand à partir du moment où vous faites de l'immobilier, il faut quand même le faire avec sérieux, il faut quand même aller chercher de la connaissance et de la ressource sur le sujet. Après, la quantité d'énergie que vous voulez mettre dedans et vos objectifs, ils vous regardent. Et nous, franchement, on est personne pour vous dire le nombre d'opérations que vous devez faire dans l'année ou est-ce que vous devez absolument arriver à tel chiffre, à telle date. Ça, c'est à vous de le voir. Ouais, par contre, quoi qu'il arrive, faites-le sérieusement et de manière intelligente. Ouais, de manière intelligente et la meilleure stratégie qui vous correspond. Et forcément, si vous avez des objectifs de business qui sont ultra poussés, effectivement, vous n'allez pas pouvoir passer la moitié de votre temps dans votre parc immobilier, ça c'est certain. Ok, pour ça. Après, deuxième question. Ouais, c'est Maximilien cette fois. Et pour une fois, c'est moi qui te la pose, parce qu'elle t'était adressée. On parle d'expertise comptable. Alors, la question qui t'a été posée, c'est est-ce que tu voudrais tenter l'aventure de l'exercice comptable en ouvrant ton propre cabinet ou pourquoi pas racheter un cabinet ou peut-être créer un autre cabinet ou t'associer dans un cabinet. Voilà, c'est est-ce que tu vas pousser ta carrière d'expert comptable en nom propre? Alors, absolument pas du coup, mais je pense que c'est une question, c'est un choix qui m'est propre. Parce que la question initiale, c'était est-ce que je trouve que le métier d'expert comptable, c'est un bon métier, tu vois. Je pense qu'avant, c'était un métier avec fort ascenseur social. Actuellement, c'est plus trop le cas et je trouve que c'est un métier qui est très stimulant intellectuellement, mais qui est en retard sur son temps, vraiment trop en retard en fait. Pas assez digitalisé, avec des missions sans sens, même si par exemple on fait du conseil, on n'est pas quand même des avocats. Et surtout, on a des problèmes de production, de personnel qui sont sans fin. Et en fait, moi, ça me fatigue. Du coup, non, je ferai pas de cabinet d'expertise comptable. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'en faire un. Faut voir ce que vous aimez. Si ça vous fait rêver de faire de l'expertise comptable, allez-y. Honnêtement, c'est un super métier, mais c'est comme toute boîte, en fait. Il faut accepter un peu les défis qu'il y a là-dedans, les problèmes liés au métier. Voilà, faut aimer en fait, tout simplement. Je rachèterai jamais parce que c'est surtout des boomers qui vont me vendre. Et, trop cher, franchement, trop cher. J'ai une copine bientôt qui va avoir une proposition de collab, donc c'est un peu comme les avocats en fait, elle se propose de s'associer, donc on paye un prix pour les parts qui est en fonction du chiffre d'affaires, plus une rémunération annuelle de gérant. Donc je vous dirai combien est-ce qu'on lui propose. Le teasing.
Mais en fait, à chaque fois que j'ai eu écho de gens qui s'associent, c'est rarement intéressant en fait. Et puis une fois qu'on fait, après on est verrouillé avec eux. Et franchement, je trouve que le salariat c'est déjà chiant. Alors en travaillant plus en libéral pour des vieux boomers, ça. Donc non, pour moi après ça me correspond pas. C'est trop stressant, c'est trop de travail. Je préfère une slow life. Et surtout, je trouve que c'est pas rentable par rapport au temps passé. L'immobilier, je trouve ça 2 fois plus rentable. Même les investissements qu'on fait à côté, au niveau du temps que ça nous prend, c'est quand même beaucoup plus rentable que de monter une boîte d'expertise comptable. Voilà. Bonne réponse. Si je peux peut-être moi ajouter un peu mon œil externe, parce que bon, j'ai jamais pratiqué la profession d'expert comptable, mais bon, c'est vrai que vivant avec toi et en ayant au jour le jour un peu les problématiques qu'il peut y avoir dans un cabinet comptable, moi mon avis c'est qu'en fait la valeur ajoutée dans un cabinet d'expert comptable elle n'est pas suffisamment valorisée par rapport à d'autres pays, mais qui s'explique en fait assez simplement, c'est-à-dire qu'en France quand vous êtes une boîte, vous devez payer vos salariés avec des charges qui sont élevées, vous devez payer l'électricité, vous devez payer le loyer, vous devez payer éventuellement vos prestataires, etc. Et en fait, le poste de dépense du comptable, il arrive un peu tout à la fin et il peut pas se permettre d'être trop important. C'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est que je pense qu'en réalité, même si ceux qui ont une boîte, ils savent que la comptabilité, ça coûte, mais je pense que c'est pas suffisamment cher et qu'en réalité, les cabinets comptables sont pas assez rentables sur leur dossier par rapport à ce qu'ils facturaient. Si par exemple, on était dans d'autres pays européens ou peut-être aux États-Unis ou dans d'autres pays développés, et ça, malheureusement, c'est un peu une question de quelle est la vraie croissance et la vraie marge des entreprises. Malheureusement, on est dans un pays où la fiscalité est beaucoup trop importante. D'ailleurs, on va en reparler après tout à l'heure dans cet épisode. Et le souci, c'est que ça comprime vraiment la marge brute des entreprises qui ne peut pas se permettre de dépenser suffisamment en conseil, et notamment chez les experts comptables. Donc en fait, ça en fait une profession qui n'est pas assez rentable et où les effectifs, les salariés vont être toujours sous pression en réalité. Oui, et puis en fait, on est un des rares pays qui fonctionne comme ça, mais en fait, généralement, par exemple, aux États-Unis, le comptable est vite internalisé. Tu vois, en fait, c'est rare d'avoir recours à cette prestation en externe. Et du coup, comme tu dis, il y a des problèmes de renta, tu vois. En fait, on peut pas gérer à fond autant de dossiers, autant d'entreprises sans faire des bêtises ou en ayant un conseil très adapté, tu vois. Oui. Et alors que dans les autres pays, généralement, dès que la boîte est suffisamment grosse, elle embauche un comptable, en fait, et c'est 2 fois plus simple. Mais là encore, c'est propre à la fiscalité en France et à la manière de fonctionner en France. Parce que c'est pas si facile au final d'avoir son propre comptable. Il y a des normes, on a une profession réglementée, tout le monde ne peut pas déposer des comptes. Donc voilà, juste... Puis moi je vois, parce que j'ai la comparaison un petit peu avec la profession d'avocat, souvent les avocats, ils vont un peu comme les comptables, ils vont facturer 2 types de prestations. C'est-à-dire que vous avez en gros la production et le conseil. Chez les avocats par exemple, ça va être vous faites des statuts de société, c'est tant. Donc je sais pas, ça peut être 2-3 000 euros. Si maintenant vous facturez du conseil, c'est combien de temps l'avocat a passé sur votre dossier, et voilà, à la fin vous devez tant parce que vous avez un avocat qui a passé tant d'heures sur votre problématique. Et chez les comptables, c'est assez différent, c'est-à-dire qu'en fait la production elle est facturée et en fait le conseil il est annexe et il ne l'est quasiment pas, c'est-à-dire qu'en fait le client souvent il va demander du conseil à son comptable, mais en fait il ne le paye pas au temps passé, c'est considéré comme une annexe de ce qu'il paye pour la production. Le problème c'est qu'en plus il est perdant parce que les normes s'allègent en permanence, l'administration fiscale elle rajoute toujours une petite déclaration de plus à faire, une problématique de plus à traiter, et qu'en réalité le comptable il peut pas le répercuter directement sur son prix. Donc il est désavantagé là-dessus sur la manière dont il va facturer son client, et en fait il en vient une logique où par client il doit passer le moins de temps possible et non pas le meilleur temps qu'il peut. Exactement. Donc voilà pour la profession d'expert comptable. Après à ceux que ça plaît, grand bien leur fasse, et je leur souhaite toute la réussite pour le cabinet comptable. On passe au thème du jour, du coup. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on va l'appeler, cet épisode. On va parler d'enfer fiscal. Pourquoi est-ce qu'on fait un petit thème comme ça ? Tout simplement parce que c'est toujours quelque chose qui revient. Alors je sais qu'on en a déjà parlé dans le podcast, mais je trouve qu'on fera un peu un lien avec l'actualité politique rapidement sur ce sujet-là en fin d'épisode. Mais en fait, la fiscalité en France, c'est un sujet qui est hyper important parce que forcément elle est très très élevée. Et je trouve qu'il y a toujours la problématique où beaucoup trop de gens se posent des questions sur optimiser leur fiscalité avant même d'avoir créé des revenus. Et je trouve que c'est quand même un souci parce qu'en réalité,
oui, la fiscalité c'est importante, oui, c'est un point d'optimisation qui doit pas être négligé, mais en fait vous devez pas commencer par là, parce qu'en fait si vous commencez par comment je fais pour payer le moins d'impôts possible, et vous finissez avec un Pinel qui va pas vous enrichir et au final pour gagner 3% de réduction d'impôts à la fin de l'année, en fait vous allez avoir des rentabilités complètement éclatées sur vos investissements. Et en fait ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire que ça, nombreuses fois, on l'a vu, c'est-à-dire de gens qui, avant même d'avoir commencé à investir, se posent la question, mais comment je vais être fiscalisé, combien, ils commencent même parfois à faire des projections. Par exemple, moi, une fois, j'avais parlé de patrimoine immobilier avec quelqu'un, et il m'avait parlé d'impôt sur la fortune immobilière, et je lui avais dit, je sais pas, peut-être que dans 3 ans, j'aurai genre 2 500 000, enfin, peut-être pas dans 3 ans, je vous dis une bêtise, mais je sais pas, moi, dans 10 ans, j'aurai 2 millions d'euros de patrimoine immobilier. Il avait sorti une calculatrice, il avait pris le barème de l'IFI, il m'avait dit, oh, regarde, ça va te coûter tant par an, l'IFI. J'étais là, peut-être, mais genre, je sais pas, on verra dans 10 ans. Enfin, franchement, là, pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité de savoir combien je vais payer d'IFI dans 10 ans, sachant même pas si l'IFI existera encore, si le barème sera le même. Peut-être que d'ici là, en fait, j'aurais déjà vendu mon immobilier, fait autre chose. En fait, je peux pas me dire, je vais pas investir dans l'immobilier parce qu'à terme, je vais avoir un trop gros patrimoine et payer l'IFI. Enfin, c'est pas un raisonnement qui est logique, en fait. C'est-à-dire que je me poserai la question de comment optimiser mon IFI quand mon patrimoine net commencera à se rapprocher de mon IFI, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc en fait, la question ne se pose pas. Parce que là aussi, je pense que c'est pas assez explicite, mais la fiscalité, on peut s'adapter en vrai. Enfin, tu restes pas avec une fiscalité fixe tout au long de ta vie. Oui, et en plus, elle évolue tout le temps. Tu vois, par exemple, si on aurait parlé des dividendes il y a 10 ans, c'était pas du tout la même manière de les fiscaliser qu'aujourd'hui, quoi. Pareil, les revenus fonciers au final. Oui, pareil, les revenus fonciers, si on se met il y a 20 ans, les prélèvements sociaux, il y a 20 ans, la tranche à 45%, elle n'existait pas. Sur l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, alors je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas le barème parfaitement en tête, mais il y a 20 ans, au lieu d'être 17,2, il devait être autour de 10 à peu près. Enfin bref, ça faisait quand même une grosse différence sur votre fiscalité, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est important de se poser la question pour l'optimiser, mais vous pouvez pas vous arrêter là-dessus, à commencer à faire des plans sur la comète, à commencer à vous imaginer combien vous serez fiscalisé quand vous aurez, je sais pas moi, 5 000 euros de loyer par mois, alors que pour l'instant vous êtes à zéro. C'est ça. Et en fait, même c'est après, tu vois, par exemple, peut-être le contre-exemple que je vois souvent, c'est tout ce qui est LCD. En fait, il y en a plein qui partent là-dedans et la question de la fiscalité, elle s'impose quand même un petit peu, tu vois. Ouais, mais ok, le souci c'est qu'en fait, entre avoir genre une LCD un peu mal optimisée fiscalement et en avoir 10, t'as quand même le temps d'y penser, tu vois ce que je veux dire, même si tu fais ta première LCD, ça marche bien, t'es content, etc. Et à la fin, tu te rends compte que la fiscalité, elle est pas très bien optimisée, que tu te fais un petit peu éclater. En fait, c'est pas le plus important, c'est que t'es passé à l'action, t'as réussi à faire une bonne affaire, à faire un projet rentable, tu dégages du cash flow tous les mois. Ok, t'as pas très bien optimisé ta fiscalité, mais en fait, y a pas mort d'homme. Vaut mieux ça que d'avoir un giga projet d'optimisation de la fiscalité pour quand t'en auras 10 Airbnb, alors qu'en fait, t'en as 0. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est toujours dans quel ordre tu le fais. Alors oui, tu peux maîtriser ta fiscalité dès le début, c'est très bien. Mais en tout cas, si tu as un peu un retard sur ce sujet-là ou que ta première opération, tu sais pas trop comment l'optimiser, franchement, c'est pas très grave. C'est pas ça qui fera est-ce que tu seras un bon investisseur ou pas, est-ce que tu vas atteindre des gros chiffres de patrimoine ou pas. C'est pas du tout ça qui le fera. C'est évident que là, il faut optimiser la fiscalité, mais il n'y a pas besoin de se casser la tête de manière trop importante au début. Toi, tu penses qu'il faudrait prendre des formations du coup en fiscalité ou pas? Si par exemple, pas quelqu'un comme nous qui est de formation qui a une formation en fiscalité, mais par exemple quelqu'un de lambda, je sais pas, une infirmière par exemple, elle y connaît pas grand-chose en fiscalité a priori, elle est super intéressée pour investir. Est-ce que toi, elle prendrait, à sa place, est-ce que tu prendrais des formations ou est-ce que tu paierais quelqu'un pour t'expliquer la marche à suivre? Parce que moi, du coup, avec l'expérience, j'ai quand même du mal à trouver des personnes compétentes à déléguer, tu vois. Un jour, peut-être qu'on aura recours à un fiscaliste, mais pour l'instant, c'est compliqué, tu vois. Bon, l'expert comptable, n'en parlons pas. Il a la masse, le pauvre. Mais tu vois, est-ce que vaut mieux payer des prestataires qui s'occupent de tout ça pour toi ou vaut mieux quand même avoir un œil là-dessus? Je sais pas.
Tu vois, par exemple, si tu reprends le cas de l'infirmière qui débute, etc., dans tous les cas, elle doit s'auto-former et avoir un minimum de base sur sa fiscalité parce que c'est elle qui va être au pilotage de son patrimoine. Donc, si elle a le temps, elle peut trouver largement la ressource sur Internet, regarder des vidéos YouTube, voire acheter des livres. Si maintenant elle n'a pas le temps et que c'est important qu'elle ait des réponses rapidement, elle peut prendre une formation sur le sujet quelque part sur Internet. Il y en a qui sont assez bonnes sur le sujet. Maintenant, est-ce qu'elle doit embaucher quelqu'un? Je trouve que c'est compliqué parce que ça fait tout de suite un budget qui est ultra important. Je sais pas. Ouais. Vous pouvez trouver une bonne formation sur la fiscalité entre 300 et 500 euros sur Internet, peut-être même moins. Par contre, si vous devez maintenant payer quelqu'un pour qu'il vous apporte des conseils, il va vous apporter des conseils à l'instant T et ça va vite vous coûter plus de 500 euros. Ouais, par exemple, j'ai un client, là, du coup, il paye un gros avocat qui travaille avec nous. Donc, du coup, c'est du conseil qui nous dépasse un peu. C'est sur une restructuration de groupe, tu vois, d'un point de vue patrimonial et tout ça. Bon, au final, il va économiser de l'argent. Alors, est-ce qu'il se retrouve entre le prix... Je sais pas combien il paye l'avocat, par contre, il faudrait que je regarde. Mais le prix qu'il met dans l'avocat, ce que ça vaut l'économie d'impôt qu'il se paye, tu vois. Ça dépend, je pense quand même que oui. Après, faut pas oublier que lui, c'est un chef d'entreprise qui génère déjà du cash, qui a peut-être pas du tout le temps de s'en occuper, tu vois aussi. Et qui est pas investisseur. Oui. Tu vois aussi, c'est toujours toute chose égale par ailleurs, quoi. Là, tu prenais le cas d'une infirmière qui démarre, etc. Non, vaut mieux qu'elle se fasse son propre conseil, tu vois. Maintenant, effectivement, tu parles d'un chef d'entreprise qui a une boîte, qui a l'habitude de prendre des conseils. Sa boîte, elle dégage tant de cash par mois. Il peut se permettre de prendre un avocat. De toute façon, ça va pas l'appauvrir de prendre un avocat dans tous les cas. Alors que l'infirmière, si elle doit mettre un petit peu de ses revenus de côté dans un avocat. Oui, en fait, c'est qu'elle a pas le truc en face. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle a pas de quoi payer par le biais de son entreprise ou de ses investissements l'avocat quand elle débute, alors que ton client, lui, pour le coup, il peut se le permettre. C'est ça aussi qui fait la différence entre les deux. Faut créer de l'argent d'abord, du coup. Ah oui, quoi qu'il arrive. Mais c'est pour ça qu'on revient. Pour moi, c'est vraiment ce qui est important dans cet épisode et un peu même si on va pas vous donner en fait des clés pour échapper à l'impôt en France, c'est avant tout des clés de mindset qui sont ultra importants et de bien se dire que la fiscalité, quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous allez y être confronté, mais c'est vraiment pas là que vous devez commencer. Et tu vois, si on peut même prendre encore un autre exemple, c'est carrément de se dire, mais est-ce que ça vaut le coup d'investir en France, tu vois? La réalité, c'est que oui. Oui, la France reste compétitif, en tout cas dans les questions d'investissement immobilier, elle reste compétitive par rapport à beaucoup de pays. Pourquoi? Déjà parce que vous êtes français, parce que vous habitez en France, parce que vous connaissez le marché immobilier français, ou vous pouvez le connaître plus facilement que, je sais pas, le marché immobilier à Miami par exemple, que vous avez des banques qui vont vous prêter à taux fixe quasiment à 100%. Vous allez finalement avoir des taux d'emprunt qui vont être en France beaucoup moins élevés que dans d'autres pays. On va vous demander moins d'apports que dans d'autres pays. Donc ça, faut pas oublier que quand à la fin de votre opération, fiscalité comprise, vous ferez votre rentabilité nette de tout, en réalité, peut-être que vous aurez été un petit peu plus fiscalisé que si vous investissez par exemple aux États-Unis, mais vous aurez payé moins d'intérêts que si vous aviez fait votre prêt aux États-Unis. Donc l'un dans l'autre, vous pouvez être gagnant. Je pense que les taux de rentabilité immobilière sont sensiblement les mêmes et faut quand même voir qu'en France on est quand même dans un marché immobilier qui est quand même stable, même si tous les matins on vous parle d'une crise machin, la crise elle arrive jamais, même si à un moment donné ça baissera de 20%, on n'est pas non plus dans un pays où moi j'avais vu une fois une histoire sur YouTube d'un investisseur immobilier qui avait gagné beaucoup d'argent dans les cryptos et qui avait décidé de faire beaucoup d'investissements immobiliers au Nicaragua, tu vois. Au Nicaragua, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et ce qui était passé, c'est que dans la province locale où il avait investi, c'était des trafiquants de drogue qui avaient pris le contrôle, que lui, on va dire ses biens immobiliers, ils étaient tournés vers le tourisme, donc forcément ça avait complètement casser la dynamique au niveau touristique dans cette région-là et qu'en fait il avait dû revendre son patrimoine immobilier au Nicaragua à perte parce que en fait il avait perdu pas mal d'argent dans cette histoire-là parce qu'en fait il avait investi certes dans un endroit où c'était rentable, certes dans un endroit où à mon avis il devait payer quasiment pas d'impôts, sauf qu'en fait la situation géopolitique locale l'a rattrapé et lui a fait une perte, tu vois, alors que bon en France, sauf si vous investissez à Roubaix, mais sinon, si vous investissez dans une grande ville, du jour au lendemain, vous n'avez pas des trafiquants de drogue qui vont prendre le contrôle en tout cas, je parle pour les grandes villes, je parle pas pour les zones un peu sensibles dans les banlieues, mais voilà, si vous investissez dans des zones dites normales en France, il n'y a aucun risque que du jour au lendemain, ça devienne une zone de non-droit et que vous deviez revendre votre immobilier à perte, quoi. Ça, faut quand même voir ça, quelque chose qui est important et qui fait que la France reste intéressante pour faire de l'investissement immobilier, même si vous avez une fiscalité qui est plus lourde qu'ailleurs. C'est un vrai
rappelle une anecdote qu'un pote nous avait racontée. Du coup, nous on est du sud, on est à Montpellier, et eux ils sont plutôt du côté Gare, voire 13. Et en fait, lui, il avait un pote, sa spécialité, c'était d'acheter de l'immobilier à Marseille. Dans les quartiers nord, ouais. Dans les quartiers nord qui étaient squattés et pris sous le trafic, et de dégager les mecs qui étaient dedans, alors avec des méthodes, je pense, un peu douteuses. Et après de revendre du coup les biens une fois qu'ils étaient dégagés Ouais, ça c'était un marchand de biens assez sport, c'est-à-dire que quand vous êtes marchand de biens et garde du corps en même temps, vous pouvez essayer de concilier l'un et l'autre et de vous faire un petit peu la police locale pour récupérer des biens pas chers et virer les squatteurs ou les trafiquants de drogue à l'intérieur. Moi personnellement je n'y risquerais pas, mais effectivement apparemment ça avait l'air de marcher pour lui, mais c'est toujours pareil, hein. Un jour ça s'arrête, ça risque de s'arrêter très très mal pour lui, tu vois. Ouais. Donc bon, mais comme tu dis, c'est un peu drôle ce type d'anecdote là-dessus. Il y a des fous partout. Ouais, de ouf. Ouais, donc du coup, avant tout, c'est de créer de l'argent et créer de la renta surtout. Ouais, complètement. En fait, ça, il y en a plein. Parce que cette semaine, on a été dans une soirée investisseur avec un de nos très bons potes. Qui du coup lui il a qu'un investissement immobilier derrière lui, il a des biens parce qu'il a hérité, mais après son vrai premier investissement il est toujours pas fini, et il nous disait un peu alors lui il a voulu partir sur un immeuble où il y a de la LCD parce que tu comprends, ça sera plus rentable, au moins on n'aura pas des cassos machin comme vous machin truc, et en fait il nous disait, ouais, vous, même quand c'est pourri et que, à partir du moment où il y a de la renta, vous y allez. Et j'étais là, oui, mon ref, tu vois ce que je veux dire? Oui, après, faut toujours entendre ce que t'entends par pourri, et si c'est pourri, que t'en fais quelque chose de bien, ça valait le coup d'y aller, quoi. Ouais, c'est ça, mais en gros, parce que lui, il met du parquet en chevron pour ses locataires. Moi, j'étais là, quand ils te casseront tout, on verra ton parquet en chevron, tu vois. Alors que nous, c'est vrai en fait, c'est de l'investissement locatif. On sait que les choses s'abîment au fur et à mesure, même si on a des gens qui sont précautionneux. En fait, oui, on raisonne tout par la rentabilité. Lui, pas, visiblement, il a décidé de mettre des cuisines bleues, du parquet en chevron. Grand bien lui fasse. Nous, on lui a dit ce qu'on en pensait. Il fait très bien comme il veut. Mais en fait, au bout d'un moment, le but, c'est que ça nous coûte le moins possible et que ça nous rapporte le plus possible. Et cette notion de rentabilité, alors je sais que nous, on est un peu énervés là-dessus, mais d'un autre côté, c'est un peu le nerf de la guerre, non ? Je suis totalement d'accord avec toi, surtout que c'est toujours pareil, c'est qu'il faut bien voir que quand tu veux faire le marchand de biens, c'est autre chose. Tu vois, effectivement, le marchand de biens, tu peux te permettre de mettre des grosses prestations parce que ça va permettre probablement de vendre plus cher. Mais quand tu fais du locatif et surtout quand tu te dis que tu vas quand même garder plusieurs années le bien, c'est évident que tu peux pas mettre des grosses prestations parce que dans la location, ça va s'abîmer plus vite parce que c'est con, mais les gens font moins attention. Tu vois, j'en parlais avec un ami qui en plus est notre plombier. Il me disait qu'il était allé chez une vieille dame qui devait refaire sa salle de bain parce que comme elle était âgée, il transformait la baignoire, il retirait la baignoire, ouais. il mettait une douche. Il m'a dit, je suis rentré dans la baignoire, il m'a dit dans la salle de bain, pardon. La salle de bain, elle avait plus de 30 ans. Il y avait jamais rien eu de changé, c'est-à-dire que les robinets étaient d'origine, la baignoire était d'origine, le carrelage était d'origine et tout était nickel. Et du coup ta grand-mère c'est comme ça aussi. Ouais, c'est un peu comme ça, mais du coup mon plombier il a dit à la dame, il a dit mais vous entretenez super bien, il me dit, parce que là on dirait si vous me disiez que les travaux avaient été faits il y a 5 ou 10 ans, je vous aurais cru, alors qu'en fait c'était il y a 30 ans. Donc en fait on voit bien que quand t'es propriétaire chez toi, que tu prends super bien soin de ton immobilier, tu peux te permettre de mettre des trucs de ouf, parce qu'en réalité si tu l'entretiens bien, ça peut durer 10, 20, 30 ans sans aucun souci. Le problème, c'est que quand tu fais de la loc, la durée de vie peu importe les matériaux que tu vas mettre, la durée de vie sera quand même plus courte parce que ça va s'abîmer plus vite. Faut pas oublier qu'il va y avoir plus de déménagement aussi. Ce qui abîme souvent un bien immobilier, c'est le déménagement parce que les meubles, ils frottent les murs. À un moment donné, tu repeins, machin. Enfin, c'est des choses qui viennent abîmer plus facilement l'immobilier. Alors que là, il y a la vieille dame, ça faisait peut-être 40 ans qu'elle vivait dans sa maison, elle la nettoie 3 fois par semaine, tu vois. Parce qu'elle était chez elle, en fait. Exactement. Donc là, tu peux te permettre de mettre du parquet au chevron, de mettre une super cuisine ou un truc comme ça. Mais effectivement, si tu mets de la location, faut mieux mettre quand même des matériaux qui résistent avant tout, qui sont propres et jolis, mais il faut pas commencer à mettre des choses un peu des prestations haut de gamme, sauf si maintenant tu es sur un mode d'exploitation qui s'y prête vraiment, par exemple du Airbnb. Tu veux faire quelque chose d'assez luxueux,
tu es obligé de mettre des belles prestations. Ou alors, imaginons, tu fais peut-être de la location moyenne durée dans une ville qui est à destination vraiment d'une clientèle très particulière. Par exemple, tu as un appartement toit-terrasse, disons, tu vois. Forcément, tu as un appartement toit-terrasse que tu mets en location. Il faut que les prestations suivent avec. Ouais, ou quand tu fais des love rooms, des trucs comme ça. Exactement. Mais maintenant, si vraiment tu fais de la location un peu classique à l'année, où tu prends des locataires qui vont peut-être rester 1 an, 2 ans, 3 ans dans ton bien et partir, en fait, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit joli, mais il n'y a pas besoin de mettre des prestations importantes parce que sinon, tu risques de devoir refaire les travaux rapidement et t'en es voulu que finalement ton parc échevron, tu l'as pas rentabilisé. C'est vrai. Après, on s'est éloigné un petit peu de la fiscalité. Oui, je Ça faisait une je sais même plus pourquoi t'avais parlé de ça au début. Parce qu'il faut faire de l'argent et de la renta, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que la fiscalité, du coup, c'est important, mais pas spécialement prioritaire. Tu le disais un peu en début, sinon on se retrouve en fait si on raisonne que par la fiscalité, on se retrouve à faire des Pinel tout pété, quoi. C'est ça, et puis surtout, tu vois, si par exemple on rappelle un peu les différentes catégories d'impôts que vous pouvez avoir sur vos biens immobiliers, vous allez avoir le très classique que tout le monde a quand on se pose pas la question, c'est le revenu foncier. Donc c'est-à-dire que on a déjà expliqué ce régime, on reviendra pas dessus, mais c'est un peu le plus mauvais entre guillemets, en tout cas celui où vous êtes le plus fiscalisé. Ensuite, vous avez les niches en nom propre, LMNP, LMP, pareil qu'on a déjà un peu décrit dans ce podcast, où là l'avantage c'est que vous allez avoir un peu une comptabilité qui ressemble à une entreprise, vous allez pouvoir passer plus de charges, donc in fine à la fin payer moins d'impôts parce que vous aurez un résultat net taxable qui sera inférieur. Et vous avez ce que nous on recommande, qu'on trouve vraiment le plus intéressant, surtout quand vous faites un gros patrimoine immobilier, c'est l'ISCI à l'IS, une ou plusieurs SCI, où là vous allez vraiment être fiscalisé comme une entreprise à l'impôt sur les sociétés, et où en général quand vous allez vous rémunérer surtout par le biais de dividendes. C'est les 3 grandes catégories. Maintenant, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe si, tu vois, par exemple, la suppression de la niche LMNP, j'en entends parler depuis que j'ai commencé l'immobilier. Oui, moi aussi. Tout le monde tremble chaque année parce que dans la loi de finances, en plus, ils font des propositions là-dessus. En vrai, il n'y a jamais rien. Ils modifient des petits trucs, etc. Ce qui est sûr, c'est que on appelle ça une niche, etc. Ça fait... Oula. Pardon, je viens de faire un bruit sur le podcast, j'ai fait tomber mes notes, c'est pas très grave. Et je disais simplement que... En fait, ça fait peut-être 20 ou 30 ans qu'elle existe cette niche. Je sais même pas quand il a été créé le régime de loueur en meublé non professionnel. Il faudrait que je regarde ça un jour. Mais en tout cas, c'est assez vieux. Et quoi qu'il arrive, ça n'a pas été supprimé. Je pense que ça ne le sera pas. Ou en tout cas, pas de suite. Et même si ça l'est, ça sera remplacé par autre chose. Enfin, en fait, il faut se sortir de la tête que l'an prochain, ils vont sortir une nouvelle loi qui va énormément taxer l'immobilier, que ça sera plus possible d'en faire. Pareil. La SCI à l'IS, c'est hyper intéressant. J'ai déjà entendu des investisseurs qui ont dit oui, mais si du jour au lendemain ils font une fiscalité différente pour la SCI, que au lieu que on ait la même taxation à 15% puis 25%, on ait une taxation plus élevée, ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même des garde-fous constitutionnels en France qui est déjà du principe d'égalité devant l'impôt, que quand vous avez une personne morale, que ce soit une SCI, une SARL ou une SAS, elle doit avoir la même fiscalité en fait, parce qu'elles auront la même situation. Il n'y a pas de raison qu'une SCI soit plus fiscalisée qu'une SAS. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire et que font déjà les différents gouvernements, c'est de vous rajouter des petites taxes ici et là. Par exemple, typiquement, vous avez la taxe foncière qui augmente beaucoup. Vous avez la taxe d'habitation qui a été supprimée mais qui a été conservée la plupart du temps quand vous allez quand vous détenez un bien en nom propre et que vous faites du Airbnb, vous allez devoir payer la taxe d'habitation sur votre Airbnb. On est censé payer la selle normalement aussi. Oui, tout à fait. Je me souviens même plus d'une contribution exceptionnelle sur les loyers, je crois. Ouais, c'est ça, c'est 2% du chiffre d'affaires. C'est ça, enfin vous voyez, il y a tout un tas de contributions à payer qui vont s'ajouter. Donc voilà, c'est des petits trucs, mais encore une fois, même si on vous rajoute 1% ou 2% de taxation, est-ce que c'est ce qui fait que l'immobilier sera plus intéressant ? Bien sûr que non. Vous continuerez à faire des patrimoines importants, vous continuerez à amortir vos prêts, juste ça viendra un petit peu manger votre cash flow. Mais dans tous les cas, et comme on l'a déjà dit dans le podcast, le capital, donc que ce soit le capital financier ou le capital immobilier, en France, est toujours moins taxé que le travail. Clairement. Et ça, c'est parce qu'en réalité, quand vous êtes un gouvernement, c'est beaucoup plus facile de taxer ceux qui bossent que taxer ceux qui ont du patrimoine. Pourquoi ? Parce que si on taxe trop les riches, ils vont finir par quitter le pays. Et en réalité, ils partiront avec leur capital financier et ils revendront leur capital immobilier en France. Donc en fait, dans tous les cas, vous serez perdant, quoi.
Et en plus, le capital immobilier, il faut bien voir que l'État a intérêt à ce qu'il change de main facilement parce que une des plus grosses taxes que vous payez dans l'immobilier, c'est les droits d'enregistrement à 5,80 que vous payez chez le notaire quand vous passez un acte et que vous devenez propriétaire d'un bien ancien. Donc là encore, ils ont intérêt à ce que l'immobilier reste intéressant. Si du jour au lendemain ils tuent l'immobilier et qu'il n'y a plus de transactions parce que plus personne ne veut en acheter, en réalité l'État sera perdant. Donc ça aussi, il faut casser un petit peu ce mythe de se dire la fiscalité immobilière elle va devenir atroce et ça sera plus du tout intéressant. Puis il y a un truc aussi sur la fiscalité, nous on le voit déjà dans nos métiers, c'est que, alors elle est lourde en France, mais en fait elle est aussi très optimisable, tu vois. En soi, alors faire toujours attention aux abus de biens sociaux, mais passer des ICA, passer les téléphones, beaucoup de charges sont déductibles en réalité. Et quand on est un petit peu malin et qu'on a compris qu'en fait le but c'est de juste baisser la base taxable, et au final il y a tout un tas de manières de la baisser cette base. Et même sur l'impôt sur le revenu au final. Nous on pense moi je pense surtout que le but c'est pas de se faire éclater par l'impôt sur le revenu. On a des sociétés, il y a des moyens pour profiter de cette fiscalité-là. Alors ok, les 30% ça fait chier, mais si vous prenez vos dividendes à 30%, mais en fait vous avez déjà déduit je ne sais pas combien de charges dessus qui vous concernent, en fait vous êtes gagnant. Les 30% oui. C'est ok. C'est exactement ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est qu'en fait, c'est toujours pareil. Effectivement, du jour au lendemain, ils peuvent passer une loi en te disant que les indemnités kilométriques dans les SCI, tu viens d'en parler, on peut plus les passer et du coup, ça devient illégal. Oui, c'est possible, mais en fait, tant qu'ils le font pas, c'est clair. On va pas s'en priver et en fait, on va pas ne pas faire quelque chose en se disant que peut-être dans 1, 2, 3, 4, 10 ans, ça sera interdit. Sachant qu'en plus, ça, c'est quand même une donnée assez importante et là, on parle un peu plus d'économie, mais ça rejoint la fiscalité. C'est peut-être vous avez déjà entendu parler de la courbe de Lafay. La courbe de Lafay, c'est plus vous taxez. En fait. De Lafay ? Oui, de Lafay. C'est comment fait non, ça s'appelle la courbe de Lafay parce que Lafay c'est un économiste. Oui, ok, un économiste. Non, pas Lafay Clochette. Hein. D'un coup, Marie me regarde bizarre et je me dis, mais pourtant elle connaît quand même. Non, c'est la courbe de Lafay qui était un économiste et qui a établi qu'en fait, quand vous avez une fiscalité et que vous le rapportez sur et que vous avez une assiette taxable, donc c'est-à-dire par exemple si on l'impôt sur le revenu, ça repose sur les personnes physiques, vous augmentez l'impôt. Donc vous augmentez le pourcentage d'imposition que va payer les gens qui travaillent par exemple, plus vous augmentez l'imposition, plus vous allez récupérer d'impôts et en fait il y a un moment où la courbe s'inverse. C'est-à-dire qu'en fait cet économiste a réussi à prouver qu'en fait il y a un taux d'impôt maximum optimisé qui permet à l'État d'avoir le maximum d'imposition et que si passé ce point-là, l'État continue à augmenter les impôts, il perd de l'argent. Et par exemple, on l'avait vu au début du quinquennat Macron quand ils avaient mis en place la flat tax. Pour le coup, on voit qu'ils avaient quand même respecté ce principe-là économique parce qu'ils s'étaient dit, bon, certes, on passe la flat tax, les dividendes seront moins fiscalisés. Et en réalité, en faisant ça, ils ont eu plus d'impôts de la flat tax que ce qu'ils en avaient eu de l'ancien système d'imposition des dividendes. Donc en réalité, ils ont baissé la fiscalité, ils ont quand même eu plus d'impôts parce qu'en fait les actionnaires se sont distribués plus de dividendes en nom propre. Donc ça, il faut quand même se dire que même si des fois vous pouvez avoir des gouvernements qui vont décider d'augmenter trop fort les impôts et qui vont pas écouter ce principe économique, il y a quand même une certaine logique d'efficience. D'ailleurs, cette efficience, elle est estimée dans les pays développés entre 25 et 30% d'impôts. Et c'est un petit peu ce qu'on a, alors pas en France, parce que nous en France on est à peu près à 45% de prélèvements obligatoires de l'État rapportés au PIB, mais par exemple les États-Unis sont à peu près, ils sont entre 30 et 35% en fonction de leur loi fiscale. Après c'est pas, on va dire, réparti de manière uniforme entre les personnes morales, les pauvres, les riches, etc. T'en as toujours qui vont payer plus et d'autres qui vont payer moins, mais t'as quand même cette idée qu'entre 25 et 30% d'impôts, on est dans une fiscalité qui est juste, où en fait on la met en place, où le contribuable, il n'a pas suffisamment à gagner à tricher en fait. C'est un peu comme aujourd'hui les cryptos. On va prendre en exemple les cryptos. Les cryptos, quand vous êtes en France, vous êtes fiscalisé à la flat tax à 30%. Ça fait mal quand même sur vos plus-values, surtout si on dit que, je sais pas, vous avez mis 1 euro et vous avez mis l'euro, vous allez payer sur 999 euros, vous allez payer 30% d'impôts, vous allez payer 300 euros à l'État. C'est cher. Sauf qu'en fait, 30%, est-ce que ça vaut le coup de s'exiler fiscalement? Est-ce que ça vaut le coup de tricher sur votre déclaration, de risquer un contrôle fiscal pour éviter 30% d'impôts? Maintenant, si on vous met la fiscalité sur les cryptos à 60%.
Voilà, 60%, ça vaut le coup de soit tricher, soit s'exiler pour encaisser vos plus-values. Mais en le laissant en 30%, en réalité, on est dans la zone où probablement que c'est là où l'État va avoir le maximum il va récupérer le maximum d'impôts en montant, parce qu'en réalité, l'impôt est pas trop élevé et que ça décourage les contribuables à tricher. Et là aussi, du coup, il faut un peu regarder la tendance qu'a le gouvernement. En vrai, là, la fiscalité, elle est très en faveur des entreprises. On baisse l'IS, Oui. tu vois, comme tu dis, les dividendes, ça a été baissé aussi. J'ai l'exemple d'une cliente. Elle, c'est fou, vraiment, c'est fou. Pourtant, elle n'a jamais pris de contrôle fiscal pour l'instant. En fait, son business de base, c'est elle conseille pour le crédit impôt recherche. Ce qu'elle a fait, du coup, c'est que elle a son compte. Alors répète peut-être rapidement le crédit impôt recherche pour nos auditeurs parce qu'eux ils vont pas savoir ce que c'est. C'est un crédit d'impôt très spécial pour les entreprises en France. C'est vraiment une des grosses niches fiscales des entreprises françaises qui leur permet de bénéficier d'une réduction d'impôt quand ils mettent beaucoup d'argent dans la recherche de brevets, de nouvelles méthodes de production, etc. C'est vraiment un gros avantage pour les entreprises en France et du coup ta cliente travaille là-dedans. Voilà, et elle est assez pointue dans son domaine et elle, du coup, elle a tout réfléchi comme ça. C'est-à-dire que du coup, alors elle est à Paris, sa maison, c'est une grosse maison dans les beaux quartiers de Paris, qui vaut 1 million, je sais pas combien là. En fait, tout est immobilisé dans les comptes. Mais elle considère que du coup, vu qu'elle travaille dans sa maison, en fait, il y a une partie qui est déductible. Et en fait, elle passe tout comme ça. Pareil, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de prestations, qui doit se défendre en contrôle fiscal. Hop, elle fait passer les coachs vocaux. Tu sais, elle a des coachs de prestance, etc. Et en fait, tout est comme ça. Les courses, elle les passe aussi parce que elle travaille tous les jours et qu'elle considère que y a de la restauration. Enfin, c'est un truc de malade. Tout est optimisé. Au final, elle paye vraiment très peu d'impôts. Et elle vit comme une reine. Vraiment, elle a du foncier dans tous les sens. Elle a plein d'apparts à Paris, vers Saint-Michel, tout ça, des trucs qui coûtent un rein et demi, mais en fait, elle le déduit. Donc, oui, c'est cher. Peut-être que c'est pas les meilleurs investissements rentables, mais en fait, elle se récupère. Et au final, vraiment, c'est un rythme de vie que vous imaginez pas. Et une grosse partie est déductible. Le voyage, je sais plus où, là, j'ai vu. Alors, elle est intelligente. Elle passe que elle et sa sœur qui travaillent avec elle, mais en fait, dans les frais qu'elle passe, c'est sûr qu'il n'y a pas que sa sœur et elle, tu vois. Tout ce qui n'est pas visible, elle fait vraiment de l'optimisation, c'est-à-dire que, je sais pas, s'il y a un restaurant, elle va passer tout le restaurant, alors qu'en fait, elles n'étaient pas que deux à manger, tu vois. C'est que des choses comme ça. Les tableaux d'art, elle a fait pas mal d'investissements en ETF aussi, tout est placé, tout est structuré, et je trouve que c'est un bon raisonnement, en vrai. Mais elle a entièrement raison, mais tu vois, là, moi, il y a un truc que je retiens dans ce que tu as dit, c'est en fait, elle a tout optimisé parce que déjà, ça fait longtemps qu'elle a son activité, mais avant tout, quand tu dis qu'elle a un rythme de malade, elle n'a pas un rythme de malade parce qu'elle ne paie pas beaucoup d'impôts, c'est parce qu'elle a des gros revenus, qu'elle a un rythme de malade et qu'en plus elle a réussi à pas payer beaucoup d'impôts. Parce qu'en fait elle est obligée de créer de la charge, c'est de la prestation qu'elle fait. Non, mais je comprends, mais ce que je veux dire c'est que pour revenir un peu au message qu'on va essayer de faire passer dans cet épisode, en fait d'abord c'est qu'elle génère du cash en fait avec son activité. C'est pas, en fait elle a pas un rythme de malade parce qu'elle paie pas beaucoup d'impôts, non c'est d'abord parce qu'elle gagne beaucoup de cash qu'elle a un rythme de malade. Exactement. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, elle a réussi à tout optimiser pour que derrière elle se fasse pas démonter par la fiscalité. Mais encore une fois c'est dans l'ordre des priorités à mettre, c'est d'abord faire du cash, ensuite optimiser. Exactement. Bon, c'est un exemple comme ça que j'avais. Ouais, mais en vrai, c'est pas que je l'apprécie ou pas cette cliente, mais en plus je la trouve intelligente. Genre vraiment, je trouve que c'est smart ce qu'elle fait. Et après, tu vois, ça me fait, je pense, c'est un des derniers mots de cet épisode, mais vous avez dit qu'on parlerait rapidement de l'actualité politique, parce que forcément, il y a eu les législatives, etc. Moi, je l'ai un peu vu à la fois dans mon boulot et puis également dans les conversations qu'on peut avoir autour de nous avec des amis investisseurs. On sent que ça tend un peu tout le monde dans l'investissement, parce que on a l'impression que la majorité législative, elle va changer, que tel ou tel parti qui arrive au pouvoir, il va peut-être augmenter les impôts, etc. Encore une fois,
je pense que c'est un peu un feu de paille, hein. En réalité, il se passera pas grand-chose parce que... Ils en ont pas les moyens, en fait. En fait, ils en ont pas les moyens dans le sens que, comme on en a parlé tout à l'heure, les impôts sont déjà très élevés en France, donc quoi qu'il arrive, ils pourront pas les augmenter de beaucoup parce que tout le monde sera dans la rue et que même d'un point de vue économique, ça sera pas intéressant. Même en tant qu'investisseur immobilier, vous risquez de pas être très très impacté parce que vous avez quand même des garde-fous constitutionnels comme le droit à la propriété, comme l'égalité devant l'impôt, le fameux bouclier fiscal qui avait été mis en place déjà il y a plus d'une dizaine d'années quand à l'époque ils avaient créé l'IFI, enfin non, l'ISF, c'était encore l'ISF à l'époque. Enfin bref, même s'ils alourdissent un petit peu le barème de l'IFI, c'est pas parce que vous commencez à investir dans l'immobilier que vous allez être impacté. Vous serez impacté si vous avez 60 ans et que vous avez un gros patrimoine immobilier qui est mal optimisé, parce qu'encore une fois, même l'IFI, si vous avez un patrimoine immobilier qui vous rapporte 15% par an, en fait, c'est pas 1 ou 2% d'IFI qui va changer quoi que ce soit. Et même, je vous dis 1 ou 2% d'IFI, c'est un barème progressif. Au début, vous commencez à 0,5, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, faut pas s'inquiéter là-dessus. Et je pense que trop s'inquiéter pour ce type de questions, c'est en fait vous créer un petit peu, encore une fois, des barrières mentales et des freins à l'investissement. Même s'il y a telle majorité qui arrive et qui augmente un petit peu l'impôt, c'est pas parce qu'ils augmentent un petit peu l'impôt que ça remet en cause la viabilité d'un patrimoine immobilier en France et des possibilités d'investir. Et tout comme c'est pas en attendant que ça soit telle ou telle partie qui passe que ça va forcément améliorer la fiscalité. Tu vois, par exemple, on peut citer, il y a un des partis qui proposait de supprimer l'IFI. Alors oui, vous êtes investisseur immobilier, on peut se dire c'est génial, ça me sera bénéfique. Oui, ça me sera bénéfique quand je serai dans l'assiette taxable de l'IFI. Franchement, si vous l'êtes dans ce podcast, bravo à vous. Mais en tout cas, c'est pas notre cas, donc en fait, ça changera pas grand-chose. Et même si, par exemple, on a parlé des dividendes et que nous, forcément, dans nos SCI, on se distribuera un petit peu de dividendes. Aujourd'hui, la fiscalité, c'est 30%. Si demain, il y a une majorité, elle passe la flat tax à 25%. Ouais, super, on a gagné 5% d'impôts. Est-ce que ça fait vraiment une différence sur notre rythme de vie, sur la rapidité avec laquelle on va capitaliser? Non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Et puis même, imaginons le pire des scénarios d'ici 20 ans, la France devient un nouveau régime communiste qui abolit le droit de propriété. Franchement, vous aurez le temps de voir venir, hein, ça va pas arriver en 2 mois. Et puis il faut quand même vous rappeler qu'au-dessus il y a quand même l'Union Européenne et que l'Union Européenne elle est quand même dans une démarche assez contraire à tout ça, quoi. En réalité, le plus grave de ce que pourrait faire un régime politique sur vos investissements, ça serait des choses que n'a plus le pouvoir de faire le gouvernement français, par exemple une dévaluation monétaire, tu vois. Parce que forcément vous avez du patrimoine financier en France ou des biens immobiliers. S'il y a une dévaluation monétaire, ça peut vous impacter. Ça vous impacte pas forcément, faut voir dans quelles conditions elle est faite, etc. Mais ça peut vous impacter parce que du jour au lendemain, vous pouvez voir un peu la valeur de votre patrimoine dans la monnaie locale qui va changer. En réalité, c'est la Banque Centrale Européenne qui décide et il n'y a plus de dévaluation monétaire depuis qu'on est passé à l'euro. Ensuite, par exemple, ça pourrait aussi, si vous faites des travaux, ça pourrait être une augmentation énorme des droits de douane sur le placo, sur le béton, sur les métaux, etc., qui pourrait faire exploser les prix des travaux dans l'immobilier. Là, encore une fois, les droits de douane, c'est l'Europe. Donc, vous voyez que finalement, un gouvernement, même s'il vient, à part vous augmenter de quelques pourcents tel impôt, vous baisser de quelques pourcents tel impôt, mettre en place ma prime rénov, que vous pourriez bénéficier si vous faites des rénovations dans l'ancien, ou à l'inverse, supprimer telle ou telle niche, etc. Ils ne le feront pas. Et même s'ils supprimaient le LMNP, ça ne changerait pas grand-chose. Quoi qu'il arrive, je pense sincèrement qu'ils vont jamais le supprimer, cette niche, hein. Mais même s'ils le faisaient, c'est pas très grave. Vous faites vos investissements à l'IS, on peut changer de fiscalité, on peut céder un bien ou apporter un bien à une société. En fait, il y a toujours des solutions. Faut pas oublier que quand on est investisseur, faut être agile et que peu importe ce qui se passe d'un point de vue politique, ça vous impactera quasiment pas. Ou vraiment, si ça vous impacte, c'est à la marge et ça va juste vous forcer à professionnaliser un peu plus votre immobilier. Tu vois, par exemple, un exemple tout bête, tu vois, qu'on prend notre cas. Nous, notre premier bien immobilier qu'on a acheté, c'est un appartement loué nu qu'on a mis dans une SCI à l'IR. Ouais. Donc, pas très optimisé fiscalement, on était en revenu foncier. Au bout de 2 ans, on a passé la SCI à l'IS et boum, on est passé à l'IS, on a pu amortir le bien et en plus derrière on a acheté d'autres biens dans la SCI. Donc nous, tu vois, on est le parfait exemple de quand on a commencé, on n'était pas le plus optimisé de ce qu'on pouvait sur le premier investissement qu'on a fait et derrière on a réussi et à mieux optimiser cet investissement là et mieux optimiser les suivants.
également, parce que forcément entre-temps on s'est formé, qu'on a avancé nos études et que la fiscalité ça a commencé à être quelque chose de maîtrisé à notre niveau, mais voilà, c'est encore une fois pour montrer que c'est absolument pas une fatalité et que vous aurez vraiment le temps de voir venir. Donc voilà, je pense qu'on voulait faire en fait un épisode un peu rassurant sur le sujet de la fiscalité parce qu'on entend parler à tort et à travers partout autour de nous, et que vraiment si l'investissement immobilier vous intéresse et même l'investissement de manière générale, la fiscalité est importante mais pas prioritaire. Exactement. Ce sera le mot de la fin. Yes. Bon, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, à nous suivre sur Instagram. Il y a de plus en plus d'abonnés, vraiment je vous remercie, Ouais, ça cool, continue à nous motiver et franchement c'est top. Faudrait vraiment que je m'y remette à Instagram, mais je vous avoue, on s'est fait rouler par la vie. Ouais, on va dire que les 6 dernières semaines ont été très très chauds parce qu'on avait un bon rythme sur Instagram, on avait commencé à lancer des reels, on avait commencé à avoir plein d'idées, etc. Et en fait on s'est vraiment fait rouler dessus. Mais bon, on va relancer ça fort dans l'été, on commence à arriver au bout de pas mal de soucis, on va avoir un peu plus de temps pour ça. C'est ça. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à vous, à très bientôt, ciao.